Elle a une connaissance assez fine des enjeux aurifères en Guyane, qui sont le premier facteur de déforestation. Ses principaux programmes de travail sont la lutte contre le paillage illégal et l'amélioration de la transparence et de la traçabilité de la filière officielle en Guyane. Elle a été membre du groupe de concertation et rapporteur sur la loi Thuot. Pardon, pas sur la loi Thuot, mais... Pardon. Membre du groupe du rapporteur Thuot, pardon. Pardon. Et elle participe actuellement au comité de la mine responsable, donc que je vais notamment présenter un tout petit peu dans ma brève présentation des événements de ces dernières années. Donc, pour le petit historique que je vais essayer de faire assez bref, on a... En 2011, Arnaud Gossement, juriste donc, sur le droit de l'environnement, qui a remis son rapport à Nathalie Kosciusko-Morizet sur l'articulation du code minier et du code de l'environnement, où il regardait plus précisément les questions d'information et de participation du public et les questions d'évaluation environnementale. Puis, en juillet 2012, on a eu l'annonce de la réforme du code minier par le Premier ministre, qui demandait une réforme pour notamment mettre en conformité le code minier avec la charte de l'environnement, et également pour assurer à l'activité minière un haut niveau de sécurité juridique. Donc, ensuite, en septembre 2012, le Premier ministre nomme Thierry Thuot conseiller d'État pour élaborer la réforme en concertation avec différentes parties prenantes. Donc, le groupe de concertation rassemblait des associations environnementales, des industriels, des syndicats de salariés et des associations liées à l'après-mine, des experts et des collectivités territoriales. Donc, ce groupe a proposé en février 2013 des grands principes sur lesquels devait être menée la réforme, notamment moderniser le modèle minier français, ensuite assurer l'application effective de la charte de l'environnement, prendre en compte dès les procédures d'instruction des titres miniers la protection de l'environnement, la protection des travailleurs et du public, étudier la possibilité d'une fiscalité bénéficiant au territoire et mieux prendre en compte les spécificités liées à l'outre-mer. Ensuite, cette rédaction, toujours avec ce groupe de concertation, a eu lieu sur le second semestre 2013. Et en décembre 2013, donc Thierry Thuot a rendu une note sur la rédaction de ce texte, accompagnée d'un projet de réforme du code minier. Ensuite, sur l'année 2014, il y a eu assez peu d'annonces concernant l'évolution de cette réforme. Et l'actualité a repris assez récemment, en mars 2015, avec la publication le 16 mars 2015 d'un avant-projet de loi sur le code minier qui visait notamment à habiliter le gouvernement à procéder à la réforme du code minier par ordonnance. Donc, Arnaud Gossement étant absent, je vais vous livrer une ou deux de ses remarques vraiment non exhaustives sur cet avant-projet de loi qui est sorti en mars 2015. Donc, notamment, il dit « Le Parlement est appelé à habiliter le gouvernement à procéder par ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution. Concrètement, il est demandé au Parlement d'autoriser le gouvernement à rédiger des mesures de nature législative. » Donc, ce qui questionne est-ce que c'est le rôle du gouvernement. Et notamment, bon, il y a beaucoup de remarques, donc je vais pas être exhaustive, mais notamment, il soulignait les problèmes liés à la question de participation du public, qui devait être un des grands sujets de la réforme du code minier, en disant que le groupement participatif qui est proposé dans cet avant-projet de loi ne correspond pas à une procédure renforcée de participation du public. En principe, le garant de cette participation n'est pas l'État lui-même, mais un tiers, par exemple un commissaire enquêteur. Or ici, c'est le préfet qui décidera, composera et présidera ce groupement participatif. Il n'y a donc là aucun renforcement de la participation du public, mais bien plutôt son affaiblissement. Donc bien sûr, il livrait également une critique du principe même de faire la réforme par ordonnance.
Donc voilà, c'est assez bref par rapport à ce qu'il aurait pu vous énoncer, mais j'ai essayé de vous faire un petit résumé avant de passer la parole à Josiane Madeleine qui va pouvoir vous évoquer le point de vue du collectif sur cette réforme. Je vous remercie. C'est vrai que je regrette moi aussi l'absence de M. Gossement qui aurait pu faire une présentation très large du projet de réforme tel qu'il est aujourd'hui. Mais bon, vous avez bien entendu qu'on se dirige vers autre chose qu'une réforme du code minier. Donc, vous avez compris aussi par la présentation qui a été faite que je suis là vraiment à un titre doublement, j'allais dire, militant, hein, puisque je suis membre du collectif de défense des bassins miniers lorrains, qui a travaillé depuis longtemps sur une réforme du code minier en partant de l'existant et des aléas connus en Lorraine, j'y reviendrai, qui a travaillé aussi d'arrache-pied en tant que membre de la commission TUO, avec grand plaisir, je dois le signaler. C'est vrai que notre collectif, enfin les représentants de notre collectif qui ont participé à cette commission, tout au long de l'avancée de ces réflexions, qui ont duré donc 1 an et demi, étaient vraiment étaient satisfaits de la façon dont les choses prenaient corps. Et à partir de janvier 2014, c'est-à-dire à la présentation par la commission, par M. Thuot, aux 2 ministres Montebourg et Martin. Ensuite, je pense que tout le monde qui a participé à cette commission Thuot et a réfléchi à l'élaboration d'une réforme du code minier attendait de mois en mois la présentation au niveau de nos assemblées délibératives. Les députés, les sénateurs attendaient le passage de cette réforme qui, pour un certain nombre d'entre nous, était une réforme importante. Et nous ne voyons toujours rien venir. Et nous avons appris donc récemment que si réforme il y avait, il y a des choses qui passeraient, mais en ordonnance. Et du coup, que, j'allais dire, les citoyens... il y aura peut-être des réponses contraires tout à l'heure dans le débat, mais voilà les informations que nous avons, que le gouvernement avait choisi de passer par ordonnance. Et nous posons la question, et nous avons questionné la ministre de l'Environnement actuelle, Mme Ségolène Royal, sur le futur, en lui faisant bien avancer tout ce que nous avions entrepris depuis des années. Donc, si je reviens un petit peu sur le collectif de défense des bassins miniers, il a été créé en 1997 suite à de nombreux aléas intervenus en Lorraine dans les bassins miniers, qui étaient, pour le bassin ferrifère, un bassin important qui a été fermé entre 70 et 90. Pour le bassin, alors le bassin charbonnier, lui, l'exploitation n'a été arrêtée de façon définitive qu'en 2004, mais des aléas sont intervenus bien avant la fermeture officielle de l'exploitation. Et il subsiste encore en Lorraine aujourd'hui un autre bassin minier, qui est le bassin minier salifère, et qui, lui, continue l'exploitation, mais qui est soumis à des ordonnances de constructibilité assez lourdes pour le territoire. Donc, le collectif qui est né en 1997 suite aux nombreux aléas et aux aléas très importants. Je ne sais pas si tout le monde ici dans la salle, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes gens, se souviennent de l'effondrement de cités et de routes et de maisons entières à Auboué, Moyeuvre, enfin dans beaucoup. Dans le bassin de Pienlandre, c'est vrai que certaines maisons sont, comment pourrais-je dire, aujourd'hui, étaient de guingois. Hein. Donc des associations se sont créées. Des communes se sont également mises en réflexion sur voilà tous ces aléas. Que va-t-il advenir des familles qui sont touchées?
mais pas seulement les familles, bien entendu. Alors petit à petit également, les communes, l'assainissement, alors je ne vais peut-être pas parler d'industriels, mais au moins d'entreprises, de petites entreprises qui étaient sur le territoire, les plans d'urbanisme qui n'étaient plus possibles comme ils étaient prévus avant, par l'application des PPRM, plans de prévention des risques miniers. Alors tout cela a fait qu'il y a eu ce rassemblement d'associations et de communes qui se sont mis à travailler ensemble avec la création du collectif en 97. Dès la création du collectif, à l'époque je n'en faisais pas partie, il a été demandé une réhabilitation des bâtiments détruits, une indemnisation. Alors les choses se sont faites un peu difficilement. Une première loi en 99 a permis de répondre, mais de façon très très imparfaite. C'est vrai que si je devais vous passer les diapositives que j'avais présentées, mais dans un autre cadre, sur toutes les différentes façons dont les gens ont été indemnisés, plus ou moins, et certains ne sont toujours pas indemnisés aujourd'hui, je pense qu'il aurait fallu plus d'une heure de discussion ensuite pour expliquer les choses de façon approfondie. À savoir que dans cette loi de 99, des choses ont été possibles, ont été facilitées, mais tout les aléas, je vais appeler par ce mot-là pour rassembler un petit peu les choses, tous les aléas qui étaient intervenus avant 99, et je reprends l'exemple d'Auboué qui est arrivé 94-95, tout ceci était exclu de cette loi de 99. Nouvelle... alors, ce n'est pas réforme, hein, c'est des amendements législatifs, moi je les appelle comme ça. En 2003, suite à la catastrophe d'AZF, alors vous allez me dire quel rapport entre AZF et le code minier, mais suite à l'affaire d'AZF, des choses se sont encore modifiées et on a connu une nouvelle façon d'indemniser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, peu d'indemnisations ces dernières années, bien entendu, mais les indemnisations ont été faites de façon vraiment très anarchique, je dirais. Soit c'est le FGAO, hein, qui est le fonds des assurances, c'est-à-dire que tout Français, j'allais dire toute famille française qui a une assurance, il y a une part qui est versée donc à un fonds. Donc le fonds FGAO vient en aide pour les réhabilitations, mais qui ne sont jamais des réhabilitations complètes des bâtiments. Et il y a bien entendu aussi un petit peu de machiavélisme dans ces lois, c'est-à-dire que quelquefois, sur une propriété... une partie de la propriété peut être classée dans ce qu'on appelle les propriétaires clausés, c'est-à-dire ceux qui ont dans leur construction une clause bien spécifique faite avec l'exploitant minier, et sur une autre partie de leur propriété, mais qui a été également en aléa, cette partie n'est pas closée, donc il n'y a pas de remboursement. Alors c'est vrai que là aussi, hein, je veux dire, je pourrais parler des heures et des heures sur les différents aléas. Aléas importants, on en a entendu, même si c'est pas tout à fait la même chose dans le bassin ferrifère et charbonnier en France, quoique le charbonnier c'est un peu pareil par rapport au Nord-Pas-de-Calais. Il y a également donc l'ennoyage des mines. Alors c'est vrai que ces aléas, ces effondrements rapides ou plus lents sont dus à la fois à l'ennoyage des mines, hein, qui vient bien entendu complètement, quand on ennoie, on vient complètement remplir les cavités, et bon, il y a des accidents qui se produisent, mais il y a aussi des effondrements miniers qui ne sont pas dus à l'ennoyage, qui sont dus simplement à une défaillance de suivi, de sécurité dans les installations et dans les chantiers, qui n'ont pas été sécurisés de façon assez importante par les exploitants. Donc tout ceci nous amène des années, nous réfléchissons, nous rencontrons des élus,
rue. Nous allons même jusqu'à emporter des milliers de pétitions au niveau de l'Europe sur le problème, là, justement, de la pollution. Mais nous ne voyons rien arriver. Alors, c'est sûr que... on sentait que des choses étaient en train de bouger. En 2010, une commission montée par le ministre Borloo a fait plusieurs déplacements en Lorraine. Et avec surprise, nous avons été écoutés. Je ne dirais pas entendus, mais écoutés. On avait quand même une écoute favorable. En février 2012, le collectif de défense des bassins miniers a mis en place au Conseil régional de Lorraine un colloque sur l'avenir des mines, qui s'intitulait « L'après-mine dans la grande région, insuffisance et évolution nécessaire de la législation ». Alors, je précise ce que nous entendons par grande région. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui, le regroupement de 3 régions, enfin, à notre niveau. La grande région, c'est c'est un territoire, nous sommes dans un territoire transfrontalier, donc il existe une entité qui n'a pas trouvé de nom comme Rhin supérieur ou on peut trouver ailleurs, et qui s'appelle donc la grande région et qui réunit la Wallonie, l'État du Luxembourg et les Landes de Sarre de Rhénanie-Palatinat avec la Lorraine. Donc nous travaillons sur différents sujets et bien entendu nos voisins, ils ont un petit peu les mêmes soucis que nous. Donc c'est pour ça que nous avons parlé d'après-mine dans la grande région. Alors ce colloque qui a réuni un certain nombre enfin nous étions nombreux, nous avons fait appel, alors bien sûr il y a eu des interventions de parlementaires, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lipgott, Evelyne Didier, sénatrice, et Nathalie Grisbeck, députée européenne, mais également nous avons eu des interventions intéressantes de 2 avocats, Maître Jean-Marc Février et Maître Manuel Gros, qui nous ont vraiment aidés dans la réflexion sur évolution de la législation. Donc on était resté là quand nous avons appris la création par Madame... alors déjà un petit peu, comme l'a dit... la personne qui présente, excusez-moi, j'ai oublié votre nom et votre prénom, qui avait déjà un petit peu préfiguré ça avec Madame Kosciusko-Morizet. Mais ensuite, Madame Bateau a vraiment lancé la commission Thuot, qui s'est mise en place à partir d'octobre-novembre 2012 et qui a travaillé longuement. Et les séances étaient nombreuses. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre collectif était vraiment très intéressé par les discussions qui s'y tenaient. Mais bien entendu, les demandes que nous avons faites par rapport à la réforme du code minier, que nous attendions donc depuis longtemps, elle a visé de façon prioritaire. Elle est née, les sources ont été les aléas et les questions que nous nous posons en Lorraine depuis 1997. Mais nous ne sommes pas restés tout à fait inattentifs à la totalité de la réforme du code minier, même si ce n'était pas notre première approche, mais nous y avons participé. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, nous attendions avec impatience justement le passage devant le Parlement et le Sénat, en pensant que ça allait pouvoir justement, comme sur d'autres réformes qui ont été mises en chantier depuis 2012, que ça allait provoquer un débat national, même si toute la France n'est pas concernée par le passé et l'avenir minier. Enfin, l'avenir, on ne sait pas trop. Mais donc, on espérait que par ce biais-là, il y ait vraiment un réel débat. Nous avons rencontré des députés, des sénateurs pendant les 1 an et demi de travail de la commission Thuot. Nous avons toujours été bien reçus, mais malheureusement, là, on ne sait pas trop ce que va devenir ce code minier. Passera-t-il, ne passera-t-il pas? Et donc, je dois vous dire quand même que, du coup, depuis le début de l'année 2015, notre collectif est un petit peu en colère, quoi, si je dois dire. Hein. C'est comme, enfin, autant s'exprimer comme ça quand on est militant. On a l'impression quand même que le travail qu'on a mené, et pas seul bien entendu, puisque au niveau de cette commission, il y avait également, moi je suis donc conseillère régionale, il y avait également
l'ARF, par sa commission environnement, qui a participé et qui a fait des propositions, et toutes les ONG dont on a parlé. Et donc, on a l'impression que tout ce travail qui a été mené est un peu balayé de revers de main. Peut-être qu'on aura des informations plus réjouissantes là tout à l'heure dans le débat. Moi, j'ose l'espérer. Mais disons voir qu'on est un petit peu quand même... on est largement sur notre faim, et disons voir que depuis plus de 20 ans qu'on mène cette réflexion avec un certain nombre d'associations lorraines. Il y a quand même 100 associations, 23 communes et des personnes qualifiées qui sont à nos côtés. Nous produisons tous les ans un journal du collectif dans lequel nous tenons les personnes au courant. Et là, c'est vrai que ce qui se passe actuellement nous laisse un petit peu sur notre faim et dans l'expectative. Donc nous avons fait un courrier à Madame la Ministre. Nous avons été reçus par ses collaborateurs en début d'année, mais bon, on a bien senti qu'on nous écoutait, mais on ne sait pas trop si ça va aller au-delà. Donc si je résume, et je pourrais répondre après sur les propositions du collectif, les propositions du collectif suivent deux grands principes. Premièrement, c'est de mettre le code minier en conformité avec les principes constitutionnels de la Charte de l'environnement. Ça, c'est déjà le premier. Cette charte, aujourd'hui, existe, hein, donc c'est une bonne chose. Donc, tout ce qui va autour de l'exploitation des mines passées, en ce qui nous concerne, futur, il y en aura peut-être, on ne sait pas, il faut quand même les encadrer et les faire rentrer dans la Charte de l'environnement. Et puis, l'autre partie, bien entendu, pour nous, c'était de régler, mais de manière pérenne, les dégâts de l'après-mine qui, pour certains, aujourd'hui, ne sont toujours pas réglés et qui sont quand même importants. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, ce sont bien sûr des familles qui sont touchées, plus de 1000 familles aujourd'hui en Lorraine. Certaines, bien sûr, ont été indemnisées, ont pu retrouver un bien. D'autres non. Il y a aussi des collectivités locales par leur réseau d'assainissement, voire leurs bâtiments, et eux sont tout à fait exclus pour l'instant des possibilités d'aide. Et puis également les entreprises qui ne peuvent plus. Alors, le code de l'urbanisme, ce n'est pas un code de l'urbanisme, mais les PPRM sont vraiment souvent très restrictifs par rapport à la constructibilité dans certains secteurs. Je rappelle quand même aussi que sur cette zone de Meurthe-et-Moselle-Nord et Moselle-Nord, là c'est vraiment le bassin ferrifère. Aujourd'hui, dans le sillon, ce qu'on appelle le sillon lorrain, c'est 80 000 salariés qui vont travailler au Luxembourg. Et donc, bien entendu, ces personnes essayent de se rapprocher au niveau de leur vécu, de leurs habitations, essayent de se rapprocher du Luxembourg, c'est-à-dire de venir s'installer dans le nord mosellan et dans le nord Meurthe-et-Moselle. Même si toutes les communes ne sont pas touchées, un certain nombre de communes sont quand même empêchées dans leur constructibilité par rapport aux lois qui s'y réfèrent sur les PPM. Par contre, le bassin charbonnier, il n'y a pas de PPRM dans le bassin charbonnier, donc là on peut construire n'importe où, j'allais dire, même dans des zones qui peuvent. Alors il y a des cas, je vais quand même citer le cas de la commune de Moutier, qui a été par 3 fois dans son histoire victime de dégâts miniers en 1940, en 1997 et un peu plus tard. Et dans cette commune, la solution a été de détruire des cités minières et même des lotissements qui venaient tout juste d'être construits. Et bien entendu, les gens n'ont pas retrouvé de logement équivalent à ce qu'ils avaient construit. Alors je vous passe bien entendu sur le stress engendré, enfin bon, bref, c'est des choses qu'on a déjà vues dans ce qui a été dit tout à l'heure sur le bassin Nord-Pas-de-Calais. Alors je vais m'arrêter là dans la première partie, et puis ensuite je pense qu'il y aura sans doute des questions d'éclaircissement. Merci. Je prends la parole tout de suite. Voilà.
Merci. Alors moi, je vais vous retransporter de l'autre côté de l'Atlantique, mais sous des contrées un peu plus chaudes et tropicales que l'intervenant précédent, en Guyane française. Et donc, avant de... La même question m'était posée, de savoir quels étaient les enjeux de la réforme du Code minier, particulièrement pour la Guyane, qui est pas un territoire minier passé aussi, mais qui est aussi un territoire minier bien actif et en devenir. Et avant ça, vous présentez un petit peu aussi la situation justement de ce territoire qui est souvent méconnu et qui est un territoire français dans lequel on vit un peu un Eldorado et un Far West minier dont je vous présenterai rapidement les détails. Donc voilà, donc je vais aussi vous donner quelques mots sur la Guyane, puisque la Guyane, c'est pas que le Far West, c'est pas que le bagne, c'est pas que les moustiques et la grosse chaleur et les pluies incessantes. Il y a aussi de grosses richesses dans ce territoire qui font que l'exploitation aurifère est un enjeu important, y compris pour les questions, enfin, et surtout d'un point de vue environnemental, puisque c'est une dialectique assez importante sur ce territoire. Je vous présenterai également rapidement donc, ce que fait le WWF depuis plus de 15 ans sur ces questions-là, et je répondrai à la question qui m'a été posée, c'est-à-dire quels sont les enjeux de cette réforme du Code minier pour la Guyane. Donc la Guyane, voilà, c'est quand même, ce n'est pas un petit département français, hein, puisque c'est l'équivalent à peu près 3 fois la Belgique en superficie. C'est que 1,5% de l'Amazonie qui est gigantesque, mais c'est quand même 1,5%. Et c'est 1,5% qui est relativement préservé aujourd'hui, puisque c'est un territoire forestier qui est donc quasiment couvert que de forêt, hein, quasiment 95%, dont plus de la moitié en fait de cette surface qui est aujourd'hui protégée. Donc le plus grand parc national français, qui est le parc amazonien de Guyane, donc qui est présent et sur cette surface terrestre. Et il y a surtout un gros enjeu démographique, puisque il y a une très forte augmentation de la population d'environ 3% par an, ce qui fait qu'on estime qu'on pourra avoir un doublement de la population en à peu près 20 ans, ce qui est assez colossal malgré la surface du territoire. Donc c'est une petite partie de l'Amazonie, hein, je l'ai dit, donc on peut parler même d'Amazonie française. Et donc l'Amazonie, c'est un territoire très riche avec un certain nombre d'espèces forestières et d'espèces menacées en voie d'extinction. Là, vous avez sur l'iconographie quelques espèces emblématiques, type jaguar, dauphin, loutre géante, et j'en passe. Et c'est au sein de ce bloc amazonien une écorégion que nous, on considère comme prioritaire, puisqu'il y a tout de même 1 hectare de forêt guyanaise abrite autant d'espèces d'arbres que toute l'Europe continentale réunie. Donc c'est plus de 5500 espèces de plantes qui ont été recensées à ce jour, et on est loin d'avoir un recensement exhaustif. Et puis c'est aussi une diversité spécifique impressionnante. Là, vous avez la comparaison en fait de en termes de faune, hein, ce que l'on trouve en Guyane par rapport à la métropole. Donc c'est 2 fois plus de mammifères, 3 fois plus d'oiseaux, et puis en termes d'insectes, c'est quasiment 12 fois plus. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même un contexte important à avoir en tête, puisque et dans lequel s'inscrit une activité minière aurifère, hein, en tout cas sur le volet terrestre. Il y a peut-être des ressources offshore pétrolières potentielles, mais pour l'instant, on n'ira pas sur ce terrain parce que c'est encore incertain. Mais en tout cas, sur le volet terrestre, donc on a 2 secteurs. Le secteur officiel, légal, qui répond à toutes les exigences de la réglementation française. Donc comparé aux voisins, c'est effectivement un secteur dans lequel il y a un certain nombre de règles et de contraintes, et dont la production est évaluée à peu près à 1 à 2 tonnes d'or par an. Et puis, à côté de ça, il y a un secteur clandestin, illégal, où là, effectivement, par définition, il n'est soumis à aucune règle. Et donc, il faut savoir qu'il y a à peu près 500 exploitants officiels en Guyane, qui sont des miniers artisanaux, on le verra après. Et là, on estime qu'il y a à peu près entre 10 000 et 15 000 garimpeiros, garimpeiros qui signifie chercheurs d'or en portugais, puisque la plupart de ces chercheurs d'or donc, viennent du Brésil et remontent le plateau des Guyanes, donc s'arrêtent en Guyane française, et certains continuent jusqu'au Suriname et Guyana.
Et la production estimée, elle est de 10 fois plus importante, hein, entre 10 et 12 tonnes d'or. Donc c'est vous dire si l'essentiel, la grosse majorité de la production provient du secteur illégal. Cette grosse majorité, et non pas la totalité malheureusement, mais on va le dire que cette grosse majorité aujourd'hui est exfiltrée vers le Brésil ou vers le Suriname, donc n'est pas comptabilisée en tant que telle dans la production guyanaise, qui est extrêmement difficile à suivre. Alors, les impacts de cet or illégal, il y en a de nombreux, divers, y compris des impacts sociaux sur lesquels je passerai, mais les gros impacts environnementaux, c'est d'abord un front de déforestation, hein. Donc là, ce sont des chiffres qui commencent à dater un peu, qui sont en cours de réactualisation, mais on estime en tout cas qu'il y a à peu près 121 km de forêts détruits par l'orpaillage, sachant que ce sont, donc, comme je disais, des mines artisanales, donc ce sont plein de petits patchs, hein, c'est pas des images du bassin andin type Pérou, où on est vraiment sur des grosses zones de déforestation. Là, c'est beaucoup plus diffus et beaucoup plus difficile à voir. C'est aujourd'hui, par exemple, au Guyana, à 94% de la déforestation du Guyana est liée à l'exploitation aurifère. Et l'un des plus gros fronts de cette zone que l'on a découvert récemment, c'est sur le Haut-Maroni. Le Maroni étant le fleuve frontière entre le Suriname et la Guyane française. Donc voilà, c'est un sujet éminemment d'actualité. Et l'un des impacts, je dirais, encore plus fort que la déforestation, c'est la destruction et contamination des cours d'eau. Donc on est estimé à plus de 4500 km de cours d'eau impactés et contaminés. Alors cette contamination, elle est essentiellement due au mercure, puisque donc je le disais ce matin, l'utilisation du mercure est interdite en 2006, depuis 2006 en Guyane, donc par le secteur officiel, mais les illégaux l'utilisent pour amalgamer l'or, puisqu'il est accessible assez facilement. Et donc on voit les rejets de mercure qui sont assez minimes, hein, lorsqu'il est uniquement au niveau de l'amalgame. Mais le problème, c'est comme l'exploitation de l'or en Guyane est essentiellement alluvionnaire, donc utilise les cours d'eau, il y a le contact du mercure avec l'eau se transforme en méthylmercure. Et donc là, on a des concentrations beaucoup plus importantes, que ce soit dans les poissons, notamment les poissons carnassiers. On voit que c'est multiplié par 15. Et ensuite, cette concentration augmente lorsque les hommes mangent ces poissons ou respirent un air qui est légèrement pollué, et elle passe à peu près elle est 60 fois plus importante. Il y a des études régulières, hein, qui sont faites par l'Organisation mondiale de la santé, qui montrent encore récemment des taux de concentration de mercure donc chez les populations du Haut-Maroni, et notamment chez les enfants, parce qu'il y a une concentration plus forte, enfin on le mesure plus facilement chez les jeunes publics, donc on estime qu'il y a les 2/3, les 3/4 de la population d'enfants du Haut-Maroni qui présentent des taux supérieurs aux normes OMS. Et je précise que un taux de mercure trop important dans le corps provoque des troubles neurologiques, des troubles psychomoteurs, différents impacts sur la santé humaine qui sont loin d'être négligeables. Donc voilà, ça c'est quand même le fléau principal de la Guyane, et qui a aussi son impact, hein, sur l'exploitation aurifère légale et officielle, y compris sur son émergence, la façon dont ça fonctionne. Donc on a essentiellement deux types de mines aujourd'hui en Guyane. L'essentiel, donc, ce sont des mines artisanales. On a environ 5 à 10 salariés, donc il y en a plus d'une trentaine, donc qui ne font uniquement aussi que de l'alluvionnaire. Et puis des PME qui sont beaucoup moins nombreuses, il y en a 5, mais donc c'est que 3 gérants différents, qui, elles, ont une exploitation dite semi-industrielle, c'est-à-dire qu'on fait à la fois un petit peu d'alluvionnaire, un petit peu de primaire dégradé, d'alluvionnaire, etc. Donc qui est un secteur qui est plutôt en voie de structuration. Et il n'y a à ce jour, encore aucun gros exploitant industriel en Guyane française. Il y a un projet, donc, à l'horizon 2018, de la société Columbus Gold. Et puis, il y a toujours des intérêts, en tout cas la société IAM Gold, par exemple, Newmont, qui sont toujours en prospection et en discussion sur ce territoire. Voilà. Alors, l'enjeu principal de cette filière officielle qui nous intéresse aujourd'hui,
elle est, de notre point de vue, avant tout, d'être en capacité justement de garantir la transparence, de gagner en transparence et d'aller vers plus de traçabilité. Alors c'est difficile à mesurer, mais on sait quand même aujourd'hui que, eh bien, parfois, de l'or issu d'exploitation clandestine peut intégrer la production de l'opérateur officiel. Donc ça va être par certaines connivences, c'est-à-dire un appui, tout simple, par exemple un appui logistique. On va donner un petit peu de carburant ou de matériel à un clandestin qui se trouve là. Puis le clandestin, sa seule monnaie d'échange, c'est l'or. Donc on se fait payer en or et puis hop, ça réintègre la production légale et voilà. Bon, après, il y en a qui sont même un petit peu plus frauduleux encore que ça, puisqu'ils déclarent un peu moins que ce qu'ils ont produit, et puis ils gardent l'excédent, et puis ils vont le vendre chez les voisins, où il n'y a pas du tout de traçabilité, puisqu'effectivement, il y a, depuis 2011, donc la loi de la garantie s'applique en Guyane, elle ne s'appliquait pas. Alors qu'est-ce que c'est que la loi de la garantie? C'est l'obligation de déclarer l'identité de son vendeur d'or, donc ce qui permet de tracer, en tout cas d'un point de vue un peu documentaire, quels sont les différents revendeurs qu'il existe. Et il y a eu une concentration de toute la vente officielle d'or au sein d'un seul et même comptoir en Guyane. Donc il y a une traçabilité documentaire, ce qui fait que la vente, a priori, la production, enfin tout ce qui est comptabilisé comme production officielle d'or en Guyane n'est forcément pas de l'or illégal. D'où le fait d'essayer de contourner pour certains. Ceci dit, c'est pas non plus un tableau noir des opérateurs miniers que je vous dresse de la Guyane, puisque c'est quand même, il y a aussi parmi eux un certain nombre d'opérateurs qui sont prêts à faire évoluer leurs pratiques et volontaires en termes de traçabilité. Et donc c'est l'un des enjeux, et c'est ce sur quoi le WF a essayé de travailler, c'était de pouvoir travailler avec à la fois l'ensemble des parties prenantes, donc opérateurs miniers, collectivités, etc., pour améliorer la traçabilité de l'or, donc à travers différentes actions que je vais vous présenter, également pour pouvoir suivre l'emprise des impacts de l'exploitation du aurifère à l'échelle du plateau des Guyanes, parce que ça ne s'arrête pas aux frontières. Donc là, c'est quelques cartes qui sont aussi actuellement remises à jour, mais qui nous a permis d'évaluer un petit peu la pénétration des activités aurifères, et notamment au sein des aires protégées, parce que je vous rappelle qu'il y a plus de la moitié du territoire, qui est quasiment la moitié, qui est classé en aire protégée. Donc qui permet aussi de caractériser le caractère responsable à la fois de l'exploitation légale et illégale là-dessus. Et puis, sinon, donc, en ce qui concerne les travaux qu'on a pu mener sur tous les enjeux de traçabilité, donc, on a d'abord travaillé sur la traçabilité documentaire. Donc, je vous en ai parlé de la loi de la garantie, donc, qui a été appliquée en 2011 grâce à l'époque à la députée Taubira, avec qui on a beaucoup travaillé sur ce sujet, et qui était issue en fait d'études qu'on a menées dès la fin des années 2000, où à l'époque il n'y avait pas de toute traçabilité. Et là, dans une étude qu'on a menée en 2009, on avait constaté qu'il y avait à peu près 22 tonnes d'or exportées de façon douteuse de Guyane. Donc on a quand même réduit aujourd'hui de moitié, en tout cas dans les estimations que l'on peut faire. Donc on s'aperçoit que ce système quand même de contrôle, traçabilité permet d'un peu mieux encadrer les opérations et finalement bénéficie aussi à la filière officielle. Et un autre petit exemple que je vous donnais d'une étude qu'on a menée en 2011 auprès de la filière bijouterie, puisque on disait tout à l'heure qu'effectivement alors pas l'essentiel, l'essentiel de l'or est contenu en banque sous forme de lingots, mais c'est vrai que la bijouterie représente à peu près 30 à 40%, on va dire, de la consommation d'or dans le monde. Et ce qui est assez frappant, c'est que la plupart de la profession bijoutière, donc il y en a plus de 80% qui vous disent absolument pas, ne connaissent pas l'origine de l'or, n'ont aucune garantie sur la provenance, ne se posent même pas la question d'ailleurs, puisqu'en fait c'est un peu le problème de tous ces métaux, c'est-à-dire qu'ils sont souvent, les gisements aurifères sont souvent mélangés pour aboutir à un certain nombre, une quantité suffisante pour pouvoir ensuite produire les produits transformés qui sont nécessaires. Donc il est très difficile de savoir d'où ça vient. Mais en revanche, qu'ils étaient à peu près autant, voire plus, 90%, à être prêts à agir et à être prêts à appliquer et à acheter des produits certifiés s'il pouvait en exister. Alors, il en existe très très peu dans le monde. Il y a des certifications un petit peu Fairmine, Responsible Mining, mais qui ont une grande valeur d'un point de vue social, puisque effectivement ça permet d'un peu mieux organiser les enjeux sociaux autour de l'exploitation minière.
sur les aspects environnementaux un peu moins. Et donc on s'est proposé, donc il y a quelques années, de travailler sur un référentiel donc qu'on appelle OTRG, Or Traçable et Responsable de Guyane, que on a mené en partenariat avec la région Guyane et également la CCI. Ça a été l'occasion effectivement de réunir les différentes acteurs et parties prenantes, puisque je pense que c'est un des enjeux importants, hein, c'est vraiment de pouvoir avoir ce dialogue avec l'ensemble à la fois des opérateurs miniers, de la société civile, des collectivités, etc., où chacun a exprimé ses attentes, donc ce qui fait que le référentiel, qui malheureusement n'est pas mis en place encore aujourd'hui, pour des raisons plus politiques, existe et est le fruit d'une concertation. Et puis on a également travaillé depuis 2 ans sur la traçabilité analytique de l'or, donc en essayant de décrire les caractéristiques physico-chimiques de l'or, pour essayer justement de trouver le maillon faible, c'est-à-dire voir s'il y avait de l'intrusion de produits interdits type mercure, etc. C'est pas forcément évident, mais de pouvoir mener ce travail, mais c'est en tout cas un travail qui permet de faciliter la certification, d'accompagner en tout cas un travail de certification. Alors, donc voilà pour un petit peu le panel guyanais. Alors la réforme du code minier dans tout ça, donc là je ne vais pas rappeler les principaux objectifs qui ont été cités donc, par ma voisine tout à l'heure, mais il n'empêche que c'était quand même quelque chose qui était effectivement, et là je rejoins le collègue des collectifs lorrains, la feuille de route qui a été donnée au conseiller d'État Thuot et globalement ensuite à ce groupe de concertation informelle, était extrêmement importante, et je pense que c'est aussi ce qui a permis de mobiliser autant d'acteurs et que les débats aient été aussi riches, et notamment effectivement sur la meilleure articulation de ce code avec la charte de l'environnement, les aspects de les procédures de concertation du public, la fiscalité minière, etc. Donc beaucoup de principes qui étaient chers, je pense, à tous les acteurs, et sur lesquels tous ces acteurs ont encore beaucoup d'attentes, comme on vous l'a exprimé tout à l'heure, et on le partage. Alors plus particulièrement pour la Guyane, donc quels sont d'après nous les enjeux de cette réforme ? Alors le premier effectivement, c'est de pouvoir conforter et d'approfondir les schémas d'orientation minière. Alors il existe un schéma d'orientation minière sur le volet terrestre en Guyane et uniquement en Guyane. Ça n'existe pas sur les autres territoires français et je pense que c'est bien dommage. D'ailleurs, je sais que l'ARF avait également relayé cette demande, puisque c'est quand même un document donc, qui permet de clarifier en tout cas les règles qui sont applicables aux activités minières sur le territoire, d'établir réellement un compromis entre les attentes qui sont souvent contradictoires de ces parties prenantes, de s'assurer de la cohérence entre les orientations minières et les autres politiques territoriales, les SRCE, les SDAGE, etc. Donc c'est quand même un document important. On souhaiterait qu'il puisse y avoir la même chose sur le milieu marin, notamment en Guyane, parce qu'on l'a évoqué rapidement, il y a quand même un potentiel offshore qui existe, et pour l'instant, pas de schéma et de réglementation disponible. Et effectivement, il serait souhaitable que ce schéma qui existe en Guyane puisse aussi être renforcé en respectant les espaces qui font déjà l'objet d'une protection réglementaire. C'est le cas, il y a un respect, effectivement, par exemple, des zones cœur du parc national, etc., mais pas de tous les types de zones zones réglementaires, comme les arrêtés biotopes, les sites classés d'intérêt écologique, etc., qui doivent être pris en compte, puisque eux-mêmes ont été déterminés parce qu'il y a un intérêt majeur en termes de biodiversité, de protection de l'environnement. Donc il est important de se poser la question de savoir comment est-ce qu'une mine doit se développer, ou peut même se développer sur ce type de site. L'autre aspect, c'est de pouvoir effectivement élargir et renforcer le rôle des commissions des mines, puisque là aussi en Guyane existe une commission départementale des mines. En Guyane aussi, ce sont des particularités, qui sont donc une commission qui est présidée par le préfet, et dans laquelle on retrouve des élus, des administrations, de la société civile, dans lequel il y a quand même un poids encore aujourd'hui important des miniers.
Et c'est une commission qui instruit en fait les titres miniers qu'au regard du code minier, sans forcément l'instruire, en prenant en compte les autres codes qui peuvent exister, le code de l'eau, code de l'environnement, et sans du coup tenir compte des passifs législatifs qui pourraient exister. Donc, ce qui signifie que si toutefois il peut y avoir un problème par rapport à une situation d'ouverture d'une route ou un impact environnemental qui ne relève pas de la validation du code minier, ces passifs ne sont pas pris en compte par la commission des mines, et donc on peut se retrouver avec des titres qui sont instruits par cette commission sans une vision globale de la situation de la mine. Et puis c'est une commission donc, qui a surtout un pouvoir informatif et consultatif. Bon voilà, parce qu'on souhaiterait qu'elle ait au moins la possibilité de donner un avis conforme sur les demandes d'autorisation de titres et de travaux miniers. Alors, un des autres enjeux pour la Guyane, la réforme du code minier, ce serait de pouvoir renforcer les exigences environnementales des autorisations d'exploitation, puisque donc, comme je vous le disais, donc l'essentiel des exploitations aurifères en Guyane sont donc des exploitations artisanales, alluvionnaires, et donc qui ne répondent pas aux obligations d'une étude d'impact classique, puisqu'on est vraiment sur des toutes petites exploitations. Donc ce sont des AEX, qu'on appelle ça des autorisations d'exploitation, qui aujourd'hui ne sont pas complètement limitées uniquement aux exploitations alluvionnaires de petite taille. Donc on souhaiterait que ça puisse être réaffirmé, puisqu'on l'a vu, certaines PME qui naviguent un peu entre différents types d'exploitation peuvent parfois bénéficier d'AEX qui sont moins contraignantes, alors que ça se discute largement. Et puis de manière générale, d'essayer de renforcer les exigences environnementales de ces AEX en exigeant qu'il y ait au moins des notices d'impact renforcées qui soient réalisées, que les demandeurs soient en capacité de dresser la qualité de l'état initial du site et de caractériser le gisement, d'avoir un recours aussi à l'enquête publique et de s'assurer au moins des dispositions sur la loi sur l'eau. Et on a déjà vu aussi en commission des mines, il y a un intérêt effectivement environnemental, mais la question de la bonne caractérisation du gisement n'est pas qu'une question environnementale. Il y a plusieurs projets miniers qui n'ont pas abouti pour des raisons économiques, parce que voilà, il y avait des demandes qui allaient un peu comme ça aussi à l'emporte-pièce et qui ne fonctionnaient pas. Donc c'est beaucoup d'investissements inutiles et qui mériteraient d'être cadrés davantage. L'autre aspect, donc, c'est les enjeux de l'après-mine, qu'on a aussi déjà un petit peu évoqué et partagé. Donc là encore, il nous semble, et on a vu les dégâts que ça pose et effectivement tous ces dégâts environnementaux qui peuvent arriver après l'exploitation de la mine. Donc il nous semblerait important que le même type de traitement et de procédure soit appliqué avant la rémission du titre minier qu'au moment de l'ouverture des travaux, c'est-à-dire d'exiger aussi une évaluation environnementale et les respects de procédures de consultation du public avant la rémission du titre. D'essayer aussi d'allonger le délai de prescription des travaux pour dégâts miniers. Aujourd'hui, une mine... c'est d'environ 5 ans, voilà, en civil, alors que sur les installations classées, c'est 30 ans, donc je pense qu'on pourrait l'aligner effectivement sur les SCPE, ce qui renforce aussi la responsabilité de l'opérateur minier sur l'après-mine, et puis de pouvoir ajouter la notion de préjudice écologique au type d'indemnisation qui pourrait être couvert par la mission d'indemnisation de l'après-mine, qui est évoquée en tout cas dans la réforme du code minier, y compris dans le projet, l'avant-projet présenté en mars, et d'introduire cette notion-là dans la catégorie des indemnisations. Également, il nous semble important que la délivrance des titres miniers reste la compétence de l'État, même s'il est aussi important d'y associer les collectivités locales et les parties prenantes du territoire. Puisqu'effectivement, on l'a dit et redit plusieurs fois, c'est-à-dire que ce sont aussi des richesses du sol et du sous-sol. Le sol et le sous-sol, en France, qui est reconnu comme un bien commun de la nation. Donc il est important que ce soit l'État qui garde cette responsabilité aussi de la décision politique et de la délivrance des titres, mais qu'il
effectivement, il s'associe aux collectivités locales et éventuellement à d'autres parties prenantes. Et c'est d'autant plus important qu'il y a différents types de polices qui interviennent sur une mine, la police des mines, la police de l'eau, etc., donc qui traitent de ces questions de ressources du sol et du sous-sol. Et on craint qu'avec un transfert, parce que ça avait déjà été évoqué, de transférer l'ensemble de la compétence, la délivrance des titres aux collectivités, notamment sur ce point-là, il y ait une perte d'homogénéité de la décision et du contrôle, avec une police des mines, dans ce cas-là, qui reviendrait à la collectivité locale, une police de l'eau qui relèverait de l'État, et des difficultés, voire même en termes de sécurité de l'activité qui pourraient se poser. Enfin, pour ce qui concerne la fiscalité minière, qui était aussi un des gros enjeux de cette réforme, eh bien, on souhaiterait aussi qu'il y ait une réelle réforme de la fiscalité minière pour réellement de meilleures retombées, des retombées durables sur le territoire. En Guyane aujourd'hui, l'essentiel de la taxe, de l'imposition qui est prélevée localement, c'est la taxe sur les carburants, qui est la plus importante, donc qui est prélevée par le conseil régional, qui n'est pas pérenne puisque à la fin de l'année, donc c'est une collectivité unique, donc qui ne sera plus en mesure de lever cette taxe, d'une part, et en plus sur lequel il y a très peu de transparence sur son réinvestissement territorial. Donc ce que l'on propose, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir deux types de fiscalité, maintenir une fiscalité nationale, classique, sur l'activité minière, au profit de l'État et de la région, et puis peut-être la mise en place de redevances qui seraient territorialisées, adaptées aux projets miniers, qui seraient fixées par les collectivités de manière conventionnelle avec le titulaire du titre, et qui tiennent en compte des externalités, qu'elles soient positives ou négatives, et que le montant de cette redevance, donc il puisse évoluer en fonction du projet minier, puisse être reversé à un fonds de compensation écologique territorial, donc qui pourrait bénéficier à des organismes à vocation environnementale pour des projets de préservation environnementale ou de préservation de la biodiversité. Voilà, sur l'ensemble de nos revendications sur le code minier. Juste un mot, parce que pour conclure rapidement, je regrette quand même sincèrement qu'il n'y ait pas plus de parlementaires dans cette salle, parce que les différents exposés qui vous ont été présentés montrent à quel point la réforme était quand même particulièrement importante, et notamment pour éviter tous les exemples qui nous étaient présentés en début d'après-midi. Je pense qu'elle est d'autant plus importante que le gouvernement français souhaite faire de la France une nation minière, innovante, donc ça signifie qu'il faut s'y préparer. Et moi, ce que je retiens de notre expérience en Guyane, c'est qu'il est quand même fondamental de partager la décision avec l'ensemble des parties prenantes, qui est vraiment une implication, une information claire dès le début et dès les processus de demande d'exploration, de jouer la transparence. Et on croit beaucoup en certains référentiels internationaux type IRMA, qu'on défend dans certains groupes, qui ne sont pas tant intéressants d'un point de vue réglementaire, puisqu'on le voit quand on travaille en France, il y a déjà une législation qui existe et qui sera amenée à évoluer, mais qui cadre déjà les choses, mais qui est assez intéressante en termes des questions qu'elle soulève sur la gouvernance d'un modèle minier et d'une mine qui associe un certain nombre de parties prenantes. Je vous remercie. Alors, pour reprendre les questions, il y a une ou deux questions qui me semblent... Oui, je fais juste une mini clarification. Il y a une ou deux questions qui me semblent venir d'un point de confusion. Donc, je ne remplace pas Arnaud Gossement, je ne suis pas juriste. Je suis membre de l'association ISF Systext, et donc je suis juste là pour animer le débat. J'ai juste fait un petit résumé introductif, mais donc je ne vais pas être capable de répondre à des questions d'un ordre très, très technique, juridique. Je suis désolée. Voilà. Monsieur Rémi Galin me demande la parole sur une ou deux clarifications qui, je pense, pourraient potentiellement apporter des clarifications sur la situation actuelle. Donc, je vais lui laisser la parole. J'ai deux questions en lien avec ça qui, à mon avis, vont être précisées. Donc, ça, c'était une question un peu historique qui a été écartée assez vite, mais
Alors, pourquoi ne pas légiférer l'activité minière à l'aide des codes existants? Il n'y a pas de code des carrières ou de code des industries chimiques. Donc, je pense que ça fait référence notamment à est-ce qu'on peut tout simplement pas se passer de code minier et intégrer le code minier dans le code de l'environnement. Et il y a la question de dans les tournées de promotion de la réforme dans les préfectures, il est plutôt mentionné une simplification administrative et autres dispositions connexes, qui sentent un peu le TTIP ou le TAFTA que l'on nous prépare. Peut-on nous rassurer là-dessus? Merci. Voilà. Donc, je pense que la question porte vraiment sur la question de la simplification administrative. Donc, Juste rajouter une question, parce que je pense que monsieur sera le seul à pouvoir éventuellement y répondre. Les déchets miniers de la première mine, on va dire historique française, dépendent de quel code, si elles dépendent d'un code en France? Okay. Bah, je vous laisse la parole. Donc, si vous voulez... Oui, c'est parfait. Et si je pouvais juste laisser le temps pour une ou deux questions après aux intervenants. Je vais essayer d'être ciblé et je ne répondrai pas à tous les éléments. Là, vous m'entendez, sur l'historique et la manière dont on a traité au sein de l'équipe administrative qui a travaillé sous l'autorité des 2 cabinets de l'écologie et de l'industrie après la remise du rapport de Thierry Tuot. Rappelez que le rapport qui a été remis donc, était en fait un code. Il n'y avait pas de note, il n'y avait rien d'autre, il y avait un code qui était proposé. Que le gouvernement a reçu, nous l'a fait étudier, et il en est ressorti que cette proposition comportait à la fois, était incomplet, d'abord il y avait des titres qui n'avaient pas été traités, il n'a pas eu le temps matériel de les traiter, je pense notamment à l'outre-mer et à la mer, c'est quand même pas rien. Il n'avait pas traité la fiscalité, mais ça c'était aussi un sujet, et d'autre part, ce code, enfin ce qu'il avait appelé un code, comportait à peu près 350 articles, dont 80% étaient du code ancien. Et il y avait 20% qui correspondaient à de l'innovation, dont sur des sujets qui ont été abordés, donc notamment la participation du public, certains sujets sur l'après-mine. Voilà. Donc, ce que le gouvernement nous a demandé de faire, c'est de mettre dans une loi cadre l'ensemble des innovations et de renvoyer à ordonnance ce qui paraissait être, pour le gouvernement, des sujets plus techniques. Bon, là, manifestement, on s'est bien trompé, puisque les parlementaires n'ont pas manqué de dire au gouvernement « mais vous allez faire les lois à la place du Parlement ». Les ONG ont fait pareil, et la professionnelle aussi. Donc, comme quoi, on s'était vraiment trompé. Ce qui m'amène à vous dire où on en est aujourd'hui, c'est que nous travaillons actuellement sur un projet de loi codifiante, dans lequel on a essayé d'intégrer tout ce qui était vraiment... On a encore quelques ordonnances, je suis désolé, mais c'est plutôt les sujets techniques de recodification, etc. En tout cas, on pense que c'est technique. on verra après. Et on a réintégré dans le projet de loi qui est en train d'être présenté aux 2 cabinets, effectivement, l'ensemble des éléments qui avaient été jugés, notamment par les parlementaires, qui ont eu des contacts avec les cabinets, qui avaient été jugés indispensables de mettre dans la loi. Donc ça répondra notamment à un sujet qu'on avait renvoyé à ordonnance, qui était dans les propositions de Tuot, il y avait que l'instruction des dossiers miniers devait s'inspirer des procédures installation classée. Donc ça a été, en tout cas on a essayé de le matérialiser dans le code minier et en interagissant avec le code de l'environnement. Mais je vous laisserai le soin lorsque on s'en sera à présenter cet avant-projet. Je ne sais pas s'il faudra l'appeler 2.0 ou 0.1, plutôt 0.1 d'ailleurs. Voilà. Alors sur le sujet des ordonnances, j'ai répondu. Juste pourquoi, pour l'une des dernières questions qui a été posée, pourquoi un code minier? Pourquoi pas faire un code, finalement il n'y a pas de code de l'industrie chimique, il n'y a pas de code des carrières non plus, même si les carrières viennent du code minier. Il y a juste des titres spécifiques, en tout cas pour les carrières dans le code de l'environnement. La particularité des mines, c'est que le code civil a disposé que l'ensemble des ressources du sous-sol appartiennent aux propriétaires du sol, sous réserve des lois minières. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le fait générateur. Après, on peut se dire, on ne met rien dans les mines.
la particularité des substances de mine, alors qui sont très variables, hein. On a parlé beaucoup de métaux aujourd'hui, les hydrocarbures sont des mines, ça vous le savez, le code minier régit aussi les stockages, en partie les stockages souterrains de gaz, la géothermie, une certaine forme de géothermie. C'est la problématique de gestion de l'accès au sol, qui nécessite un outil spécifique, et le code minier. Et le code minier est aussi un outil économique, on a vu les aspects. Donc voilà pourquoi il y a un code minier, comme il y a un code de l'énergie, hein, au demeurant. Hein. En tout cas, ce choix-là, à l'issue des discussions de la commission TUO, avait été assez arbitré, en disant il faut renforcer la relation, la prise en compte de l'environnement dans les procédures minières, mais il faut garder un code minier. Je sais que les débats restent ouverts, hein, c'est juste la position actuelle du gouvernement. Juste rappeler dans les propos de Mme Verdier sur le rôle de la commission des mines en Guyane, donc, qui n'existe qu'en Outre-mer, et donc qui intervient effectivement en Guyane. Je ne vous rejoins pas tout à fait sur l'interprétation que vous faites sur la relation avec les autres codes, même si effectivement le code minier n'est pas totalement clair sur ces sujets, c'est pour ça qu'il est soumis à la réforme. Rappelez la différence entre titres et travaux. Hein, c'est quelque chose qu'on perd souvent. Le titre n'est pas, et je répondrai à Mme Blandin sur le sujet d'Ayam Gold, parce que vous donnez un peu les dernières informations sur ce dossier, qui est qu'effectivement le titre est en fait la sélection d'un opérateur qui aura l'exclusivité de déposer des demandes, et qu'ensuite les autorisations de travaux, elles, font l'objet d'une démarche spécifique et qui se font par rapport à un référentiel environnemental. Ce qui vous a été rapporté au moment des discussions du Grenelle que vous avez mentionné dans votre introduction ce matin, c'est qu'effectivement, une fois que le titre d'exploitation a été donné, on serait obligé de donner l'autorisation d'exploiter. Écoutez, dans le cas d'Ayam Gold, non seulement vous savez que la décision a été négative, qu'elle a été motivée sur des sujets environnementaux, qu'Ayam Gold l'a attaqué en première instance, il a perdu. Il l'a attaqué en appel, il l'a perdu. Il l'a attaqué en cassation, il l'a perdu. Donc ce qui veut bien dire quand même aujourd'hui, même si le dispositif est loin d'être parfait, et pour le pratiquer au quotidien, j'en conviens, c'est qu'aujourd'hui on voit bien qu'on peut faire, si l'arrêté du préfet était parfaitement motivé. C'est ça que le tribunal a constaté. Pour l'instant, Ayam Gold détient toujours un titre de concession et peut toujours déposer une demande d'autorisation de travaux. Sera-t-elle acceptée ou pas acceptée ? Ça dépendra pour le coup des protections environnementales et d'un choix par rapport à des prescriptions environnementales et notamment la prise en compte des protections. Voilà, avec un truc un peu spécial relatif aux SDOM. Alors, je vous réponds non. Apparemment, effectivement, si on lit le calendrier, on dit mais qu'est-ce qu'on fait les services entre le mois de décembre 2013 et le mois de mars 2015, hein, puisque c'est le moment où vous avez revu sortir. Je peux vous garantir, je compte plus les versions. On a eu un moment de l'année en 2014 où on a fait une version tous les mois pour le cabinet de M. Montebourg. Donc on a travaillé. Si le sujet n'est pas sorti, c'est que pour des tas de raisons qui m'échappent un peu et que je n'ai certainement pas à commenter, le sujet n'est pas sorti. En tout cas, il n'y a pas de volonté délibérée. Et je vais même vous dire qu'en ce qui me concerne, les opérateurs peuvent s'exprimer là-dessus. Je préférerais instruire des permis exclusifs de recherche dans un cadre rénové, partagé, admis, que le faire aujourd'hui dans des conditions où on fait des procédures irrégulières. Aujourd'hui, consulter des communes, on le fait, et c'est des procédures irrégulières. Non, je suis désolée, me mettez pas dans une position de devoir vous couper la parole, s'il vous plaît. Mais parce que... Non, mais... Oui, mais comme il fait pas partie de la table ronde à la base, c'est un peu normal qu'il puisse pas répondre à tout, je suis vraiment désolée. Non, mais... Bon, peut-être, voilà, on pourra faire un autre colloque si on est réinvité, on réinvitera encore d'autres personnes, mais... je trouverais ça plus correct de pouvoir laisser les intervenantes aussi répondre aux questions qui leur ont été posées. Je suis navrée. Au moins une ou deux questions, pas l'ensemble, mais bon. Mais merci beaucoup pour toutes les précisions que vous avez pu apporter sur ce sujet. Les déchets miniers, monsieur, Bon, une réponse en 2 secondes sans polémique, s'il vous plaît. Les déchets miniers sont des déchets, seront réglés avec la politique des déchets des ICPE. Voilà.
Alors, ils peuvent avoir la particularité d'être à la fois, comme il y a des substances de mine, si on veut exploiter des déchets miniers, il faudra intervenir dans le cadre d'un titre minier, puisque c'est une valorisation d'une substance de mine, quelle que soit la source. Les haldes, on a évoqué le Nord-Pas-de-Calais tout à l'heure, les haldes, les terrils ont été réexploités, quelques-uns en carrière, mais d'autres ont été réexploités pour récupérer des substances. Ça se fait avec un titre minier. Mais on aura à gérer pour le coup l'aspect déchets, installations classées, puisque ce sont des déchets. Et c'est une des difficultés qu'on pourrait avoir si un jour on se disait, je ne me prêtais pas des intentions que je n'ai pas, disait tiens, il y a des endroits où on a un site pollué, on a des déblais qui sont riches encore en certains métaux, si on allait les exploiter. Aujourd'hui, je pense qu'on a inventé le cadre législatif qui permettrait de le faire. Parce qu'on est dans des déchets installations classées, on ne peut pas traiter sur place, il faudrait se mettre dans une installation qui corresponde à la bonne rubrique de traitement des déchets, et ça devient assez compliqué à mettre en œuvre. Non, ça sera pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, moi, c'est pas une piste de travail. On a beaucoup de travail par ailleurs. Et ce sujet des déchets miniers reste quand même, pour le coup, encore plus sensible que d'exploiter une mine, même si ça peut être une opportunité de dépollution, hein, et de récupérer des métaux qui aujourd'hui ne sont pas valorisés. Mais c'est un sujet auquel on pense, mais ce n'est pas le chantier prioritaire pour l'instant. Mais, s'il vous plaît. Mais, oui, non, mais je sais, mais il y a beaucoup d'autres questions qui sont importantes pour d'autres personnes qui ont posé des questions et qui ont soumis leur petit papier, comme on l'avait demandé. Donc, alors, oui. Alors, donc, je vais essayer de répartir la parole entre les deux intervenantes. Donc, il a été posé à Anne-Gaëlle Vardier la question de que pensez-vous de l'idée d'un moratoire sur le nouveau code minier, et deux petites questions qui concernent plutôt la question de l'or artisanal en Guyane, notamment celle de est-ce qu'on le but est vraiment de faire disparaître ces mineurs illégaux en Guyane, ou de pouvoir faire en sorte de leur donner un cadre légal pour exercer une profession, et notamment la question du standard que vous avez, enfin je ne sais pas si on appelle ça un standard, mais de la certification que vous avez proposée. Voilà, est-ce qu'il pourrait y avoir des convergences avec les autres standards qui existent déjà, comme Fairmind, ou que vous avez évoqués, qui sont des standards qui se rapprochent du standard hors équitable, et est-ce qu'il y a des convergences qui ont été pensées là-dessus? Alors pour la première question sur un moratoire avant le nouveau code minier, je pense que c'est un moratoire de la délivrance de titres, je suppose, avant que les soient connus, enfin si j'ai bien compris la question. Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui vous a été donnée indirectement par Monsieur Galin, hein, qu'on n'est pas dans une situation facile d'instruction, effectivement, en absence de savoir ce que sera le nouveau code, c'est difficile de délivrer des titres. Maintenant, il existe effectivement, on l'a rappelé, d'autres types de codes, la convergence avec la Charte de l'environnement, l'obligation sur certaines mines aussi de réaliser des études d'impact préalables. Donc il y a quand même aussi déjà une législation qui existe. Enfin, je dis cette différence parce que sur l'offshore, sur les hydrocarbures, cette question-là n'est pas réglée. Donc s'il devait y avoir un moratoire, ce serait essentiellement sur les hydrocarbures. C'est peut-être un peu moins compliqué sur d'autres types d'exploitation minière terrestre, mais bon voilà, il faudrait faire une réponse au cas par cas. Ça dépend beaucoup de la législation existante aujourd'hui qui pourrait s'appliquer. Pour les deux autres questions, donc pas savoir est-ce qu'il faudrait légaliser finalement les illégaux ou éradiquer ensemble leur illégal. Alors c'est bon, d'une part on est une organisation environnementale, donc j'ai pas vraiment à me prononcer savoir s'il faut légaliser ou pas des gens. Ce que je peux vous dire, c'est que il est certes la politique aujourd'hui, la réponse du gouvernement et l'État français, il est dire que non, et que dans tous les cas on n'a pas de point de vue très technique, il n'y a pas de l'activité minière aujourd'hui ne permettrait pas d'absorber les 10 à 12 000 garimperos qui arrivent illégalement sur le territoire, et que il y a
c'est plus qu'un risque, c'est un risque tellement avéré que ça constitue un appel d'air à d'autres illégaux clandestins. Donc je ne pense pas que ce soit la solution qui permettra d'éliminer l'or illégal, malheureusement. Et quant aux certifications qui existent, alors oui, effectivement, je n'ai pas précisé, mais on travaille avec notamment une structure qui est l'Alliance for Responsible Mining, ARM, qui travaille sur les fair mine, puisque donc on essaye d'améliorer finalement leurs standards sur le volet environnemental, puisqu'ils sont tout à fait preneurs, et eux, je dirais sur le point de vue social, sachant que je rappelle qu'on est quand même en Guyane française, en France, donc il y a un code du travail qui existe, qui s'applique quand même dans la filière légale, et donc l'idée d'améliorer les conditions sociales voilà, des ouvriers, on n'est quand même pas sur la même dimension que dans les autres pays d'Amérique du Sud ou en Afrique, enfin tout ce qu'on a évoqué ce matin. Mais effectivement, il ne s'agit pas de dupliquer un standard pour dupliquer un standard, il y a bien un travail collaboratif, et là l'idée c'est plus un label qu'un standard, c'était vraiment pour pouvoir mettre en évidence une exploitation aurifère responsable et environnementale qui existe, mine de rien quand même, dans le secteur officiel en Guyane, puisque, on l'a dit, il n'y a pas d'utilisation de mercure, donc il y a un certain nombre de garanties. En tout cas, une mine n'est jamais verte, et je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais des conditions en tout cas de production qui font que l'or de Guyane a peut-être tout intérêt à se valoriser, notamment auprès de filières bijouterie, avec une forme de label, voilà, plus qu'un standard. On a 10 minutes, même plus, quelques minutes pour répondre à une dizaine de questions, donc il va falloir faire le tri. Donc j'ai un petit peu écarté les questions qui avaient trait à la relance minière en tant que telle, parce que bien sûr la réforme et la relance sont liées, mais bon, j'ai essayé de me concentrer sur l'aspect législatif, puisque c'était le thème original de la table. Donc il y a une question qui porte sur... qui vous est destinée, qui est « Que faire pour que les citoyens se réapproprient la gestion des ressources naturelles non renouvelables ? Le code est-il un instrument pour le faire ?» Donc, est-ce que la question de la participation sur ces débats peut, selon vous, être incarnée dans le code minier ? Alors, c'est une vaste question, je dirais, parce qu'elle s'adresse à l'ensemble du code minier. Donc, moi, je ne peux intervenir que sur ce que je connais le plus. Alors, il me semble quand même qu'aujourd'hui, en France, dès qu'une question se pose, une question d'importance et qui ne concerne pas que quelques habitants ou quelques riverains, il y ait une possibilité dans chaque collectivité de lancer alors, on ne va pas dire un débat citoyen, mais qu'on soit en mesure de répondre de façon claire. Ensuite, les gens, ils font avec ce qu'ils peuvent sur les questions qu'ils posent. Je donne un exemple. Le collectif de défense des bassins miniers, qui regroupe quand même pas mal de monde, on peut appeler ça un collectif citoyen, même si on ne rencontre pas les 2500 personnes qui en font partie, mais on envoie tous les ans 40 000 journaux dans un certain nombre de communes. Bon, donc ces personnes sont quand même au courant. Donc je vous ai dit qu'on avait fait un courrier au début avril à Madame Royal, qui nous a répondu fin avril de façon vraiment lapidaire, quoi. Moi, j'aurais bien aimé que Madame Royal nous réponde ce que vous nous avez donné comme information sur la façon, sur la façon dont les choses avaient été vues après la commission Thuot et les différentes remarques. Je dis pas que ça aurait arrêté notre questionnement, mais je pense que ça aurait été au moins une question
qu'on entend. Alors, si c'est vrai que si c'est pour faire des collectifs qui posent des questions sans avoir vraiment de réponse un peu précise sur déjà ce qui se fait vraiment au niveau de la poursuite de la chose, là, en l'occurrence le code minier, du coup, c'est vrai que c'est pas la peine de dire qu'on fait de la démocratie participative ou je ne sais quoi si rien n'avance de ce côté-là. Voilà, ça, je réponds ça comme ça. Ça m'a fait penser à ça. J'ai vu qu'il y avait une question sur le plan État-région. Je l'avais lu, excusez-moi. Alors bon, il y a une question sur le plan État-région. Ben, elle était toute seule pendant un moment, donc, et écrit gros, donc j'ai pu la lire. Alors les procédures du plan État-région en France. Alors aujourd'hui, je suis ici, mais normalement, je devrais être. Alors j'aurais dû être à la région Lorraine, puisqu'aujourd'hui, il y avait une plénière sur le plan État-région. Alors c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, le plan État-région comportait une ligne après-mine. Moi, je vous avouerai quelquefois que ça servait plutôt dans les années dans lesquelles j'étais conseiller régional, c'est-à-dire que seulement depuis 2004, ça servait surtout à aider à un aménagement du territoire dans un certain nombre de communes, dont un certain nombre d'entre elles n'avaient jamais connu de dégâts miniers. Donc, bon, je mets ça, voilà. Donc, là, il n'y a plus rien. Alors, il n'y a plus rien, mais de toute façon, je veux dire, ce n'est pas à la région, à l'État certes, en remplacement de on ne sait pas qui, mais ce n'est pas à la région d'indemniser sur des dégâts importants comme ceux qu'on a connus. Il se peut très bien qu'on en connaisse encore. Hein. Je veux dire, les choses sont lentes. Hein. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ça a mis souvent une centaine d'années avant que les choses apparaissent vraiment, après la fermeture de certaines mines. Nous, en Lorraine, les dernières mines sont fermées 2004 pour le charbon, 1990 pour les mines de fer. Donc il y a des choses qui vont arriver. Mais ce n'est pas le plan État-région, à mon avis, qui va changer quoi que ce soit. Voilà. De toute façon, maintenant, il n'y en a plus des lignes Merci beaucoup. Et je suis désolée, il y avait encore un tas de questions passionnantes qu'on n'aura pas le temps de traiter parce qu'il est 17h42 et que c'est l'heure de la conclusion de la journée. Donc je vais laisser la parole à Yves Lebar à notre grand témoin qui va conclure la journée avant le mot de clôture de Marie-Christine Blandin. Donc voilà, je voulais encore remercier une fois les intervenantes et je suis désolée qu'on n'ait pas pu poser toutes les questions. Voilà. On m'a demandé quelque chose que j'ai un petit peu l'habitude de faire. C'est toujours en fin de journée. Tout le monde est épuisé. Et alors en plus, quand c'est le vendredi après-midi. Voilà. Alors donc, bravo à tous d'abord pour votre assiduité et pour la vigueur de vos questionnements. Et merci à Ingénieurs sans frontières de nous avoir donné cette occasion-là. Merci au Sénat aussi de nous accueillir, Marie-Christine. Mon approche, c'est 50 ans d'activité qui ont tangenté l'agriculture, les pays d'Afrique, l'urbanisme, la mine et les déchets radioactifs. Mais surtout, depuis 10 ans maintenant, et quand on dit qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce qui vous caractérise, je pense que ce qui vous caractérise, c'est les 5 dernières années de votre vie. Avant, forget it. Donc, je ne sais pas comment on dit en québécois. Voilà. Oublie ça. Je suis maintenant président d'une plateforme de la société civile, le Comité français pour la solidarité internationale, dont Ingénieurs sans frontières est membre. Et un membre très actif. Dans cette plateforme, il y a un peu de tout. Il y a Cité Unie de France, il y a un syndicat, la CGT, il y a Artisans du Monde, et puis il y a Ingénieurs sans frontières, le GRET, une ONG avec laquelle j'ai travaillé pendant longtemps aussi. Donc, mon approche, mon point de vue va être, je vais essayer de le mondialiser le plus possible et de voir comment cette question sollicite les questions de solidarité, d'équité. Voilà. Donc, alors 3 points avant de voir quelques pistes positives.
Pourquoi cette actualité de la question minière 2.0, là, tel qu'on nous a donné, le titre qu'on nous a donné à notre journée. Pourquoi cette actualité en France et en Europe? Bien sûr, le poids des émergents, hein, ça a été évoqué. 2007, le maximum du prix des minéraux. Mais aussi 2010, le blocage de la Chine, dans l'exportation des terres rares. Et qui a conduit à pas mal de choses, en particulier un rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques en 2011, et finalement la grande actualité de des ressources minérales critiques. Alors en même temps, donc, ça a été dit aussi, un relatif désarmement de la France. On n'est plus dans le BRGM de l'après-guerre qui devait apporter à la France la sécurité minière. De même que le CEA devait apporter à la France la maîtrise de l'atome. De même que, etc. Il y en avait d'autres comme ça. L'IFP, le pétrole, les RAP, etc. Hein, il y a un désarmement de la France, et donc cette question de la sécurité d'approvisionnement, on l'a dit, ça a été repris aussi à l'échelle européenne. Et puis dans un contexte oligopolistique, il y a même quelqu'un qui a parlé des oligarques, hein, voilà. J'aime beaucoup cette référence. C'est les grands groupes avec, dans une économie casino, j'aime bien employer ce terme, mais je l'ai entendu aussi citer. Vous avez remarqué les 4 courbes qu'on nous a montrées. La courbe de la production, la courbe des réserves, la courbe de la consommation, tout ça, ça monte. Alors, la courbe des prix, grande volatilité. L'économie casino a besoin de volatilité. Elle fabrique de la volatilité parce que c'est ça qui permet d'avoir des rendements de 15%. Ce n'est pas en finançant une infrastructure dans un pays d'Afrique. Alors, et puis alors, sans parler de toutes les affaires de corruption, je saurais, mais pas ici, je ne vous le dirai pas, faire le lien entre l'affaire des frégates et le club Opéralia et quelques affaires de quelques grandes mines qui ont défrayé la chronique il y a quelques années. Alors, une question donc, deuxième point, peut-on construire aujourd'hui en France un projet de développement local, durable, avec une mine responsable? Question. La réponse. Alors, j'avais fait ce nom un peu avant que vous ne parliez sur la Guyane. Plutôt non. Pourquoi? Bon, c'est facile, hein. Il n'y a pas ou peu de territoire sans enjeux, sans plusieurs enjeux. Enjeux de nature, enjeux culturels, enjeux de tourisme, enjeux d'habitat, enjeux de production agricole, enjeux de production industrielle, enjeux de communication. Vous faites la carte. Et alors, il se trouve que j'ai eu à la voir, parce qu'à un moment, je me suis occupé de localisation de sites de déchets, de stockage de déchets radioactifs. Le pire. Hein. Et il y a 3 zones où il y a une agriculture plutôt extensive. Meuse-Haute-Marne, voilà, hein, le seuil du Poitou, et quelque part au sud du Massif central. Et puis alors, bon, évidemment, la Guyane. Et puis, la Nouvelle-Calédonie dans certaines de ses parties. Alors, bon, mais c'est tout. L'Europe est dense. Et d'ailleurs, l'Europe, dans les négociations internationales, on le voit sur le climat, s'affronte avec des pays peu denses. Le Canada, qui est dans les négociations internationales, il faut le dire, est un État quasi voyou, essayant de détruire un certain nombre de réglementations qui existent, sur la gestion des bassins versants transfrontaliers, par exemple, on l'a vu à Rio. Enfin bref, le Canada, la Russie, l'Australie, les États-Unis, le Brésil, souvent associés avec la Chine, à cause de plutôt le refus de toute réglementation qui pourrait gêner le commerce. Et alors, premièrement, donc, il y a peu ou pas de territoire
disponible, enfin, où il n'y ait pas un conflit. J'arrive, c'est un conflit. Avant même, voilà, monsieur le maire, vous avez une mine formidable, dehors. Bon, voilà. Des entreprises peu ou mal préparées aussi. Hein. Techniquement, à démontrer, à dire d'experts indépendants que les dispositifs qui sont évoqués ici ou là sont effectivement opérants. Est-ce que les entreprises sont aptes à une concertation avec les autorités publiques? Oui, mais avec la population, une transparence. Sont-elles prêtes à cela? Ça se discute. Et puis en plus, il y a quelques entreprises voyous, quelques négociants voyous. Les gens de Salsigne en ont rencontré un certain nombre. Ce n'était pas le BRGM, c'était Marc Rich. Hein, voilà, enfin, son histoire est très intéressante de ce point de vue-là. Hein. Donc il y a une image négative. La profession a-t-elle bien fait le nettoyage parmi ses membres? Et puis, une réglementation d'un autre âge, je n'insiste pas, puisqu'on en a beaucoup parlé là, juste tout de suite. Alors donc, plutôt non. Mais alors en plus, il y a un mais. C'est que on ne peut pas toujours compter, transférer toutes les activités à impact négatif chez les autres. ASF a explosé, ben, je pense que maintenant, je ne sais pas. Mais mon hypothèse, c'est qu'on achète les produits correspondants en Inde ou en Chine. Comme ça, pas vu, pas pris. Donc, il y a une équité à défendre. On ne peut pas laisser les choses se passer comme ça. Donc, il faut faire quelque chose. Au moins exiger qu'il se passe, que les choses changent à l'échelle à l'échelle de l'ensemble des filières. Alors, quelle piste d'action positive? Alors donc, encore une fois, je crois qu'on a vu ici un certain nombre d'engagements positifs des uns ou des autres. Et on a vu, par exemple, dans le cas de la Guyane, une grille d'action. Alors, les choses à faire, bien sûr, je ne fais que sortir les mots-clés. Hein. Réglementation, traçabilité, responsabilité. Voilà. C'est un premier paquet là-dedans. Hein. Réglementation, voilà. Deuxième paquet, travailler les alternatives. On a évoqué le recyclage. Il faut aller plus loin dans l'examen du recyclage parce qu'il faut aller... Il y a des ressources formidables. Il paraît que dans un tas d'ordinateurs portables, il y a 200 grammes d'or par kilo. Non, enfin bref, il y a 10 fois plus d'or dans un paquet dans des paquets d'ordinateurs que... Oui, si, non mais si. Enfin bon, bref. Mais en même temps, on voit bien quand on regarde, le BRGM avait présenté, selon la grille de Mendeleïev, le tableau de Mendeleïev, le taux de recyclage des éléments de la grille. Ça va de 70% à 0%. Et il y a donc une limite. Il y a une limite au recyclage, et il faut s'interroger dès la conception des produits, sur les dilutions que l'on fait. L'exemple que je cite souvent, c'est l'argent, le nano-argent dans les chaussettes pour pas qu'elles sentent mauvais. La dilution ne permettra jamais d'aller rechercher le nano-argent dans les chaussettes ou dans les eaux des stations d'épuration. Donc, des alternatives, mais en allant jusqu'à la conception et aussi en s'interrogeant sur est-ce bien utile? Voilà, faut-il, pour aller acheter le pain, remuer 1,5 tonne? Voilà. Il y a un troisième point sur lequel j'insisterai encore davantage, c'est lutter contre l'ignorance. Je pense que la plupart de nos concitoyens ne savent pas, ils ne savaient pas avant la catastrophe de Dhaka au Bangladesh et l'écroulement de... comment ça s'appelle dans la plaza. Ils ne savaient pas que leur t-shirt il venait de là. Et dans ces conditions-là. De même que, moi j'ai interrogé des géologues du CNRS, qu'y a-t-il dans mon téléphone portable? Combien de morts dans la guerre au Nord Kivu? Oh, c'est où le Nord Kivu? Voilà ma réponse. Donc, il y a, je pense, un gros effort de lutter contre l'ignorance. Il faut expliciter la part qu'il y a et la manière
dont se répartit la valeur au cours dans les chaînes diverses. Troisième élément, donc quatrième élément. 1, la réglementation. 2, travailler les alternatives. 3, lutter contre l'ignorance. 4, une société plus forte, informée, produisant de l'information, qui soit apte à peser sur les grands groupes. Je pense que nous pouvons faire peur. Et il ne faut pas s'en priver. Je pense que c'est le commencement de la sagesse pour ça. Et ça, alors là, on rejoint complètement l'agroalimentaire. Hein. J'ai eu l'occasion de le dire dans un autre cadre. Exiger des règles contraignantes sur la responsabilité sociale et environnementale, avec des sanctions, toute la chaîne des sous-traitants. Et, je terminerai par là, signer la pétition lancée par Élise Lucet sur ne laissons pas les entreprises dicter l'information sous couvert de respect du secret des affaires. Voilà. Et donc, merci à tous. Bon week-end, donc, puisque c'est l'heure. Bon retour. Alors, je vous prends 4 minutes pour vous dire au revoir. 1 minute pour dire merci à ISF Systex et surtout à Judith Pigneur, à Thibaut Saint-Aubin, à Pierre Despasquales, à Claire Lataste et à Aurélie Chopard et à toutes celles et ceux qui les ont aidés. Vraiment, on peut leur dire bravo, c'était une belle journée. Merci bien sûr aux intervenants qui sont venus de plus ou moins loin. Merci aux auditeurs, vous avez été patients, talentueux dans vos questions et aptes à la frustration quand vous n'avez pas eu de réponse. Merci à des auditeurs spéciaux comme le BRGM, les représentants des ministères et des institutions qui dans cette maison sont toujours à la tribune sans que personne n'ait le droit de parler et qui aujourd'hui ont joué un rôle éthique et admirable d'écoute et de disponibilité pour répondre aux questions qui ont été soulevées dans la salle. Je voudrais aussi qu'on les applaudisse parce que c'est pas commun. Alors on a tout compris, on a compris les mécanismes de concentration de volume d'investissement, d'externalisation des coûts, pas de problème. On a vu les dommages, on n'a pas parlé d'Arlit, mais il y a quelquefois des dommages qui vont au-delà des dommages environnementaux, quand les Touaregs se mettent à serrer la main à Al-Qaïda au motif qu'on a saboté leurs endroits de package. Ça fait des dégâts durables. On a parlé des dégâts de Salsigne, on n'a pas parlé de ce qu'il y a eu autour de la métallurgie Métal Europe. Nous, on a un PIG, c'est joli comme nom, un PIG. Hein, c'est un périmètre d'intérêt général. On ne peut plus manger les légumes, on ne peut pas faire d'école, on ne peut pas construire, on ne peut pas vendre les maisons. Je peux vous dire que les gens qui sont là-dessus, ils sont ravis et les investisseurs ne sont pas prêts d'arriver. Dans les dégâts, on n'a peut-être pas assez parlé des dégâts sur la démocratie. Hein, une ministre qui veut arrêter des forages au-delà de la Guyane, ça saute immédiatement. Et un autre dégât, ce fut la tentation de l'ordonnance. Mais vous avez vu, le nuage s'éloigne. Alors Nietzsche dit il n'y a pas d'échec, donc Salsigne, tout ça, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Yves Le Bars vous a donné toutes les pistes jusqu'à l'éco-conception, jusqu'à ne pas cacher les atomes de platine rangés dans les nanomatériaux, jusqu'à la transparence. Et ben on va le coproduire ensemble, le futur code minier, et je vous assure qu'on sera vigilant, qu'on vous appellera encore pour nous aider et qu'il sera beau.